sonore de l'Observatoire Sésame. Lors des 2 chapitres précédents, nous avons constaté que des sujets étaient devenus majeurs avec la crise, comme le télétravail, la mise en place des protocoles sanitaires ou encore les accords de performance collective. Pour cette dernière partie, Sandrine Foulon nous raconte comment les représentants du personnel ont abordé ces différents sujets. Chapitre 3. Le dialogue social pendant la crise. J'ai choisi de vous parler des protocoles sanitaires, de la restauration collective, des tickets resto, du télétravail, des accords de performance collective. Je ne sais pas si même là-dessus je pourrais aller jusqu'au bout. Alors le télétravail, donc on ne sait pas encore si ce sera une révolution, parce que tout le monde nous promet que ce sera une révolution absolument incroyable. On ne sait pas, on verra. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement c'est un fait majeur et ça pousse énormément d'entreprises à devoir négocier aujourd'hui. Là, vous voyez, c'est un graphique qu'on avait fait à Alter Eco, selon des secteurs, mais on voit effectivement qu'entre les 2 confinements, on a un retour à la normale, mais dès qu'il y a confinement, le télétravail augmente. Et sachant que avant la crise, il y avait que 3% de télétravail de salariés qui télétravaillaient régulièrement. Là, pendant les périodes de crise, c'est monté à 25-44% selon les périodes et selon les secteurs. Et évidemment, le CSE doit être consulté sur toute mesure qui touche aux conditions de travail et à la santé et sécurité des travailleurs. Donc voilà, j'ai parlé des nouvelles règles et une complexité aussi c'est parfois compliqué de signer des accords. Là, j'ai 3, alors c'est proche de mon domaine d'activité, mais il y a 3 exemples de groupes de presse qui sont en train aujourd'hui de négocier des accords, parce que beaucoup d'entreprises vont passer en flex office, donc vous connaissez le principe, donc plus de bureaux attitrés, ce qui génère des économies, mais derrière il faut aussi prendre en charge le coût du télétravail, et pour beaucoup de salariés c'est un vrai enjeu de savoir qui va payer l'imprimante, qui va payer les frais d'électricité. Et là, dans ces 3 entreprises là, c'est une négociation assez dure. Dans une entreprise, je crois que le flex office va permettre 500 000 euros d'économie, dans l'autre c'est 1 million, et les élus me disaient qu'ils sont en train de se battre pour essayer d'avoir 10 euros par mois, et dans l'autre entreprise c'est 20 euros par mois d'indemnité. Juste pour illustrer le fait que c'est pas simple de négocier en ce moment dans l'entreprise. Là, vous avez vu, il y a sur les tickets resto. Ça, c'était aussi une question qu'on posait beaucoup semaine après semaine. Est-ce que l'entreprise a le droit de me sucrer mes tickets resto alors que je suis en télétravail? Alors normalement non. Jusqu'à présent, moi j'ai toujours dit non. Si vous aviez des tickets resto, le fait de travailler à la maison n'empêche pas l'entreprise de vous les verser. Mais là, voilà, on a un arrêt du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars, c'est tout récent, qui change la donne et qui dit que finalement, non, en l'occurrence, c'est le groupe Malakoff-Médéric, je crois, Humanis, qui disait, non, il y a des conditions de travail qui sont différentes pour les travailleurs qui sont sur site, parce que eux, ils peuvent pas télétravailler, donc ils ont un surcoût lié au fait de devoir manger, alors que les gens à la maison, eux n'ont pas ce surcoût. Donc les juges ont considéré que la situation n'était pas comparable. Donc en fait ils ont admis le fait que l'entreprise ne verse plus de tickets resto aux salariés qui sont en télétravail. Donc vous voyez, ça va être très complexe, je pense, de gérer ce genre de choses. Alors je voulais vous parler aussi brièvement des APC. Alors ça, c'est tout à fait un autre registre, j'allais dire peut-être moins anecdotique, encore que les tickets resto et la restauration collective et les conditions de travail ne le soient pas. Mais évidemment, les APC qui sont autorisés depuis les accords, les ordonnances Macron de 2017, c'est un outil extrêmement flexible qui est vraiment à la faveur des entreprises, surtout en période sanitaire. Là, le dernier recensement en juin 2020, il y en avait déjà plus de 371, et c'est un outil assez flexible, hyper laxe même, parce que on peut tout faire.
et dès lors qu'ils sont signés par des syndicats qui représentent plus de 50% aux dernières élections professionnelles, les APC ne font pas l'objet d'un contrôle de l'administration du travail. Donc, pour vous montrer que c'est extrêmement simple et que j'avais discuté avec un représentant du personnel qui signait un APC, et il dit dans l'entreprise c'est extrêmement compliqué même des fois de se rendre compte qu'on est dans le cadre d'un APC. Mais une fois qu'on l'a signé, parfois ça a des conséquences parce que un APC, vous savez, on peut geler les salaires, augmenter le temps de travail, le baisser, on peut faire énormément de choses pour pour faire de la modération salariale. Et normalement, il faudrait être vigilant, et ça c'est les élus qui doivent le voir. Il faut faire attention à ce qu'il y ait une période de fin. Or, beaucoup d'APC aujourd'hui sont signés à contrat indéterminé. Donc ça veut dire que pour l'entreprise, une fois qu'elle sera sortie de la période sanitaire, les salariés vont se retrouver dans des conditions qui seront difficiles à modifier. Sandrine, vous vouliez aussi nous dire quelques mots sur l'activité partielle longue durée ? Ben oui, en fait, sur l'activité partielle longue durée, ce que je veux dire, c'était juste un lien avec les APC. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour les élus, c'est que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut aussi combiner l'APC avec la PLD, on peut combiner avec des ruptures conventionnelles collectives. Enfin, voilà, le champ des possibles est énorme et il faut vraiment assimiler pour les élus un nombre de choses assez phénoménales. Mais voilà, je voulais arriver directement à la conclusion. Donc oui, on a et je voulais encore une fois m'appuyer sur l'enquête Syndex. Donc l'effet positif qu'on peut voir de tout ça, c'est qu'en fait, il y a eu, malgré toutes ces réunions Zoom, il y a eu un rapprochement parce qu'il y a eu des CSE extraordinaires quasiment tous les jours dans certaines entreprises. Il y a eu on peut dire que le dialogue social a été boosté, c'est-à-dire d'une certaine manière quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et aussi ça a montré le rôle des CSE aux salariés, donc qui sont quand même globalement satisfaits de ce que leur CSE, de ce que leurs élus ont pu faire. Donc ça c'est important. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on multiplie les réunions Zoom et qu'on multiplie les réunions avec la direction qu'on a nécessairement un dialogue social de qualité. Ça c'est le souci. Là, je quitte Syndex, je prends une autre étude Technologia Challenge qui avait été publiée en mai dernier et qui disait que seul un élu sur 10 a estimé que la direction a parfaitement respecté son mandat de partenaire social. Donc quand même c'est assez sévère comme constat, et les élus reprochent en particulier à certaines directions de les avoir consultés à minima sur des sujets majeurs comme l'allongement de la durée du travail. Plus les sujets sont, j'allais dire, majeurs pour l'avenir des salariés, c'est-à-dire pour leur emploi, moins ils sont consultés, les élus. Donc là, vous le voyez, la réorganisation, il y a 59% des représentants du personnel qui disent que ils sont pas consultés quand il s'agit de réorganisation ou de suppression d'emplois. Donc c'est quand même assez majeur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense que cette crise nous laissera pas indemne, aucun de nous, surtout pas les élus. Et ce qu'il faut voir, c'est que il va falloir une énorme vigilance, et notamment sur plein de choses qui vont suivre, parce que la crainte qu'on peut avoir aussi pour le futur, c'est qu'on ait une pérennisation de mesures provisoires avec cette profusion d'ordonnances qui ont quand même beaucoup flexibilisé le marché du travail. Encore une fois, pour répondre à l'urgence, ce qui peut être légitime, mais il y a eu énormément de changements. Et ça, c'est extrêmement complexe pour tous les élus. Voilà, moi j'en ai fini. Peut-être juste un petit mot de clôture, pour compléter ce que disait Sandrine. Ouais, effectivement, on sent du côté des représentants des salariés, mais aussi du côté des directions, que tout le monde est un petit peu perdu dans cet empilement législatif. On a eu beaucoup de changements, même avant la crise sanitaire, dans le Code du travail. Il y a eu les lois Rebsamen, les ordonnances Macron. Énormément de changements donc qui concernent la représentation des salariés et le dialogue social avant même la crise sanitaire. Et puis là, la crise sanitaire est venue par la suite en rajoutant tout un tas de mesures, des textes qui sont venus en rafale, et tout le monde est un petit peu perdu.
Donc c'est vrai que les représentants des salariés, on a le sentiment que bien sûr ils ont essayé de faire au mieux, mais voilà, tout ça, cette accumulation de mesures, tous ces changements législatifs et plus les effets de la crise sanitaire, ça commence à les toucher un petit peu au moral. On sent qu'ils sont un peu fatigués, on sent une certaine lassitude. Et donc forcément, oui, le mieux c'est que la crise se termine au plus vite. On l'espère tous. On l'espère tous. Nous remercions Sandrine Foulon de son éclairage sur la façon dont les élus ont géré le dialogue social dans ce contexte particulier de crise. Dans le cadre des actes sonores de l'Observatoire, retrouvez en ligne la conférence de Camille Dupuis sur « S'engager, vivre son mandat et susciter des vocations » et notre table ronde sur « Être élu de CSE aujourd'hui ». Nous remercions particulièrement les élus de CSE pour leur participation et leur témoignage, Syndex et l'ARACT, ainsi que l'ensemble du réseau Sésame. Cet observatoire a reçu le soutien de partenaires financiers sans qui rien ne serait possible, la Direct Auvergne-Rhône-Alpes, le Groupe Vive, le Crédit Mutuel Massif Central et le Crédit Mutuel du Sud-Est. Les actes sonores de l'Observatoire Sésame. Toutes les informations sur l'Observatoire et sur Sésame sont disponibles sur notre site internet sésame.fr.